Olá, boa tarde. Temos o segundo painel do nosso dia e você é nosso convidado. Começamos a segunda viagem pelo mundo por Mabola Soumahoro, que falou conosco a partir da base que criamos no mesmo Teatro do Oprimido em Paris. Mas essa mesma base poderia ter sido na Costa do Marfim, país natal de seus pais, que migraram para a França antes mesmo dela nascer. Também poderia ter sido nos Estados Unidos, país no qual descobriu que, na verdade, era francesa numa tortuosa viagem identitária, que apenas as vítimas do racismo cordial francês poderão entender. Ela fez essa viagem aos Estados Unidos para concluir o doutorado, que quase lhe foi negado em seu país natal. Não é a primeira vez que nos encontramos com Mabola Soumahoro. Tampouco é a primeira vez que a ouvimos por intermédio da sempre brilhante e generosa mediação de Mamo Fatou Niang. Além de terem se tornado parceiras da FLUP, as duas comungam a complexa identidade de afropéias. Mame Fatou nasceu no Senegal, cresceu na periferia de Lyon e hoje é professora nos Estados Unidos. O poderoso livro que lançou antes ainda da pandemia, publicado pela mesma editora de nomes relevantes como Achille Mbembe, Bruno Latour e Judith Butler, discute a diáspora a partir do que ela chama de hexágono, um dos codinomes do país que ainda hoje reluta em admitir que, embora negra e muçulmana, ela é tão francesa quanto Charles de Gaulle. Cantemos com Mabola a la Marseillaise. Talvez essa seja a melhor maneira de entender uma das pontas do triângulo que uniu a África, Américas e Europa, no que foi a mais vergonhosa experiência da humanidade. E aí, diante de toda essa riqueza, eu convido a todos vocês para o nosso painel. Bom encontro! Bonjour tout le monde. Je suis très très heureuse d'être ici aujourd'hui avec toi, Mabola. On se tutoie, hein? Oui, bonjour, Mme Fatou Niang, on peut se tutoyer, on se connaît. Allez, on se connaît. Donc je suis très heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui pour parler de ton livre, de Triangle et l'Hexagone, et aussi parler de toi, parler de la France, parce que c'est aussi ça le livre. Et la première question que je voulais te demander, c'est comment tu vas? Ah, c'est une bonne question, c'est une question rare. Comment je vais? Je peux dire de manière assez rhétorique que je vais bien, de manière assez polie, mais je peux également, puisque tu me le demandes, te dire sincèrement que je me sens extrêmement fatiguée et épuisée. Et que, donc, si aujourd'hui on est le 24 octobre 2020 et qu'on parle depuis Paris en France, c'est une période assez lourde et à plein de niveaux différents, que ce soit la pandémie et ce qui se passe ici et à travers le monde, évidemment. Donc ça fait longtemps qu'on est dans une sorte de crise entre deux, enfin on ne sait pas ce qui se passe, mais l'atmosphère, on va dire, socio-politique du pays, avec toutes les conversations publiques qui ont lieu en ce moment, sont très très pesantes et très très fatigantes. Donc moi je me sens exténuée, si je te dis la vérité. Sinon, je peux dire je vais bien. Exténuée. On va rentrer dans les sources, les racines de cette fatigue. Alors, on va rentrer dans ton livre que j'ai lu et relu, avec beaucoup de joie, des fois beaucoup de peine. Je suis passée des sourires au rire franc, aux larmes. Le triangle et l'hexagone, pourquoi ce titre?
Alors, le triangle et l'hexagone, c'est un titre que j'ai imaginé il y a longtemps et auquel je me suis accrochée à propos duquel il a fallu convaincre même les éditions de la Découverte en leur expliquant très clairement que je ne lâcherais pas ce titre, que je pourrais y ajouter un sous-titre qui éclairerait ce titre. Mais je parle du triangle et de l'hexagone parce que c'était vraiment au départ une réflexion sur mon identité noire, française, d'origine africaine, en tant que personne qui est née à Paris, en tant que personne qui est fille d'immigrés ivoiriens et personne qui a passé du temps dans les Amériques, notamment aux États-Unis. Et donc, vraiment après une réflexion et des pérégrinations de plusieurs décennies, à ce stade de 20 ans en tout cas, je me suis aperçue que je m'inscrivais dans ces deux espaces géographiques que sont l'Hexagone, donc très connu depuis la France hexagonale. On peut se plonger dans la culture populaire et penser même à Renaud, donc ça c'est facile, l'Hexagone, la France, on apprend à l'école que la France est hexagonale, et c'est ce qu'on a appris toute notre vie. Et en fait, après, moi, je me retrouve dans cet espace atlantique donc depuis le continent africain, depuis les Amériques, et j'essaye de faire un lien entre les deux. Et quand on va dire, on élargit cette vision simplement hexagonale de la France, et bien on peut aussi s'intéresser à d'autres parties, à d'autres territoires et à d'autres histoires qui sont aussi françaises que l'histoire qui s'est déroulée simplement au sein de l'Hexagone. Et c'est là qu'on arrive, donc pour le monde atlantique, c'est là qu'on peut parler de la Guyane française, c'est là qu'on peut parler de la Martinique, de la Guadeloupe, même de Saint-Martin, c'est là qu'on peut parler de, je sais pas moi, on pourrait même parler du Canada, on pourrait parler de la Louisiane, on pourrait parler d'Haïti et de Saint-Domingue, et tous ces territoires que j'ai mentionnés sont des territoires dont on parle très peu depuis la France hexagonale et qui pourtant nous permettent d'interroger, que ce soit le passé, enfin tant le passé que le présent de la France, et le présent par le biais de la présence de ces corps noirs dans l'hexagone français. Donc voilà, le triangle et l'hexagone pour introduire toutes ces idées, toutes ces thématiques. Et je trouvais qu'il n'y avait pas plus pratique, alors que toutes les personnes qui sont proches de moi ou qui me connaissent depuis que je suis jeune savent que je suis extrêmement nulle en mathématiques, que la géométrie, ça n'a jamais été mon truc. Mais là, la géométrie, elle m'a permis de me lancer dans ces réflexions et surtout d'assumer de me les lancer et de parler de cette France plus grande. Donc la plus grande France. Et en parlant de géométrie, d'exploration de présence, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée dans ton livre et qui en fait est frappant avant même que l'on rentre dans le livre, quand on pense au paratexte du livre, c'est la citation. La citation, l'invocation des personnes qui t'ont inspiré, qui continuent de t'inspirer, l'invocation des territoires que tu explores. Et pourquoi cet ancrage dans la citation? Pourquoi? Je pense que la citation, comme tu l'as dit, ça peut être un hommage, ça peut être une reconnaissance, peut-être pas une reconnaissance, on va dire, agressive de dette, mais une reconnaissance d'un ancrage, d'une généalogie, et peut-être mettre l'idée en avant que moi, j'arrive pas en 2020 avec ces idées-là, et que avec toutes les discussions publiques, avec toutes les transformations sociales et politiques que l'on vit en France depuis, on va dire, la séquence qui a débuté en 2005, peut-être qu'il serait facile de jouer le rôle de la femme noire qui a pensé et théorisé des choses, alors que il m'est important publiquement de dire que je suis une femme noire parmi d'autres intellectuels, noirs ou autres d'ailleurs, qui ont pensé ces questions depuis la France hexagonale, ou qui ont pensé ces questions depuis la France extra-hexagonale, depuis le continent africain, et évidemment mon centre d'intérêt depuis les Amériques. Je ne suis pas la seule et je ne veux pas être la seule. Donc c'est extrêmement important pour moi de parler des gens qui me nourrissent, des gens qui m'ont inspirée, et surtout des gens qui ont produit de la matière. Donc cette matière-là, il faut la reconnaître, la lire, l'analyser, en parler, et c'est ça qui constitue une sorte de corpus, mais un corpus qui s'oppose à l'individualité pure. Ce serait vraiment d'une arrogance folle de dire que l'histoire
où ce discours commence en 2020. Premièrement, parce que je n'ai pas écrit ce livre en 2020, il est sorti en 2020. Je l'ai écrit en 2019 et j'ai commencé à le travailler depuis à peu près 2013. Et avant même 2013, il y a toutes ces pérégrinations que j'ai évoquées tout à l'heure. Il y a une formation universitaire, il y a des voyages et il y a une vie. Donc, mon histoire commence en 1976, par exemple. Avant 1976, il y a plein d'autres individus qui ont produit des choses, qui ont eu des vécus, qui ont narré leurs expériences et desquelles je me réclame. Donc oui, il faut citer pour montrer qu'il n'y a rien de nouveau, en fait. Il y a vraiment rien de... Oui, moi, ça me déplaît pas de dire que je n'invente pas l'eau chaude. Je parle de ces choses à ma manière, et donc elles vont être teintées de mon individualité, mais d'autres individualités qui peuvent parler des mêmes thématiques à leur manière propre existent aussi. Et tout cela peut coexister. Et surtout, il faut s'en souvenir. Absolument. Donc, et c'est une chose qu'on retrouve qui est vraiment une circulation, une vague que l'on retrouve dans chaque page. Donc, cette politique de la générosité, cette politique du souvenir, de la mémoire, mais aussi une éthique de la généalogie, une éthique de la constitution d'un corpus, comme tu dis. Et là, je reviens à une question qui est centrale à ton livre, mais qui est aussi centrale à ton œuvre et centrale à ta position en tant que chercheur noir travaillant sur ces questions-là en France. Qu'est-ce que c'est d'essayer d'établir comme ça une généalogie d'une histoire intellectuelle noire en France, dans la France du XXIe siècle. Dans une France qui est supposément aveugle à la race. Absolument. Comment parler d'un sujet qui n'existe pas? Voilà, donc je pense que là, on peut même revenir à Nathalie Etoqué qui parlait dans, je pense, son introduction, une préface ou l'un des premiers chapitres du livre Marianne et le garçon noir, qui évoque l'idée d'une impossibilité à, à produire un discours sur la race dans un pays où la race n'existe pas. Il ne devrait pas avoir de noirs en France. Il ne devrait pas avoir de noirs parce qu'il n'y aurait pas de blancs. Alors que l'on sait, enfin si on a exploré le sujet, que les identités noires et blanches émergent au même moment, sont fabriquées au même moment, sont fabriquées de manière complètement opposée et servent l'une à l'autre. On a besoin pour être blanc, pour être supérieur, pour être dominant, il faut le contraire. Il faut le noir qui est donc construit comme le sauvage. Voilà. Donc, en vérité, si on n'est pas ancré dans cette histoire, dans tous ces processus de racialisation qui sont datés, enfin, qui viennent d'une période historique très précise, c'est l'ère moderne. Ça, on le sait. Mais si la France dit ou pense qu'il n'y a pas de blanc, il ne peut pas avoir de noir. On sait depuis la France hexagonale qu'on parle très peu de blancs, mais par contre, on n'a aucun problème à parler des noirs. C'est pas un terme qui est pas fréquemment utilisé, noir. On peut dire noir, même si on utilise black et tous ces moments, enfin tous ces termes euphémisants qui permettent de ne pas désigner. Donc on est prêt à parler des noirs ou on est prêt à parler des non-blancs en général et on ne parle jamais du blanc. Et la France serait, constitutionnellement par exemple, et même dans ses pratiques, serait aveugle à la race. Mais se déclarer comme aveugle à la race, à mes yeux, c'est se déclarer en dehors de cette histoire qui a débuté à l'ère moderne. C'est se placer en dehors de cette histoire du colonialisme, de cette histoire des conquêtes qui ont eu lieu donc dans les Amériques, en Afrique, en Asie. C'est se placer en dehors de l'histoire de la traite négrière, de l'esclavage. Et ça, factuellement, c'est faux. La France, tout comme d'autres pays, puisque parfois les gens se vexent en se disant oui, non, mais comme si on insultait la France ou que la France devait rougir de cette position. La France n'est pas la seule. Tous ses voisins européens ont participé à l'histoire que je mentionne et ont participé au même titre. Pas plus, pas moins, au même titre. Est-ce qu'on peut parler de ça ou est-ce qu'on préfère s'imaginer une France en dehors de la modernité, une France en dehors du colonialisme, on ne peut pas.
On ne peut pas. Et si on est incapable de le faire, et ben justement, c'est là que le silence s'installe et c'est là que la pression insidieuse s'installe et c'est là que les tensions émergent. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne peut pas exprimer. Donc peut-être que ça me renvoie à la première question concernant le titre. Quand je dis le triangle et l'hexagone, peut-être que je parle de ça, que je fais ce rappel, que la France n'est pas uniquement hexagonale, et si elle n'est pas hexagonale, elle a un passé colonial, elle a un passé, impérialiste, esclavagiste, investi dans la traite négrière transatlantique, même si on pourrait parler d'autres traites. Voilà, donc c'est peut-être de ça dont je parle, et c'est peut-être une tentative de briser, une tentative renouvelée. C'est pas de briser un silence, en tout cas de parler en 2020, depuis la France hexagonale, d'écrire en français ces choses-là. Alors, écrire depuis la France hexagonale. C'est un livre que tu as écrit en France, depuis la France? Alors, à la fin, oui, mais au départ, j'avoue, au départ, je l'ai commencé, et c'est une question intéressante, en fait. Merci, Mam. J'ai commencé l'écriture de ce livre il y a quelques années, mais j'étais encore aux États-Unis. Et le début du livre a été écrit en anglais. Donc c'est important de le rappeler, en fait. J'étais à l'extérieur, j'étais encore dans une zone de confort, une zone pour moi de sécurité, parce qu'aux États-Unis, j'ai toujours eu un confort intellectuel qui ne m'a tout simplement jamais été accordé en France. J'ai pu penser toutes ces thématiques, la question de la diaspora, la question des migrations, des pérégrinations, l'identité noire, les identités noires, je les ai pensées aux États-Unis parce qu'on m'a laissé les passer en anglais, mais parfois en français, quand je lis Glissant, ou quand j'étudiais Glissant, ou quand je lis et que j'étudie avec Marie Scondé, c'est avec des personnes qui parlent français, mais qui font écho à la Guadeloupe, qui font écho même parfois au continent africain pour Marie Scondé, ou qui font écho à la Caraïbe et à la Martinique. Mais cette question de la France hexagonale, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas étudié, même aux États-Unis. Tu vois, mais en tout cas, j'avais les outils théoriques, j'avais des professeurs, j'avais tout un corpus anthropologique, historique, culturel, enfin voilà, qui me permettait de lire Stuart Hall ou Gilroy, enfin voilà, et que c'était institutionnalisé, c'était pas à la marge, c'est au sein des universités que j'ai acquis tous ces savoirs. Au sein des universités, mais à l'étranger. Oui, et à l'étranger. Et donc, quand je commence à écrire ce qui va devenir le triangle et l'hexagone, il se trouve que je suis pendant un an professeur invité aux États-Unis. Et je commence comme d'habitude à réfléchir à la France, mon obsession, puisque à chaque fois que j'y suis pas, enfin déjà quand j'y suis c'est obsédant, mais quand j'y suis pas c'est encore pire, c'est le fantôme, ça te hante. Et donc j'ai commencé à écrire ce texte, mais en anglais, et ça revient à cette idée de l'impossibilité d'exprimer, ou l'impossibilité pour moi à ce stade de penser ou même de m'autoriser à dire certaines choses en langue française. Est-ce que tu as essayé d'écrire en français, ce n'est pas arrivé? Et surtout, à quel moment tu t'es dit ce texte doit naître en français, ce texte doit être en français? Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'année où je suis aux États-Unis que j'écris, j'écris en anglais puisque je fais plein de présentations autour de ce work in progress dans des universités américaines et pas spécialement pour des départements de français. Donc, c'est comme ça, c'est naturel, c'est logique, c'est pragmatique de m'exprimer en anglais. Et quand je rentre en France et que la découverte me contacte et me demande un texte, je leur dis que j'ai un texte en anglais et qui m'intéresse, que j'aimerais bien développer, mais voilà, il est en anglais. Donc, eux, ils sont très enthousiastes dès le départ, mais me disent, il faut que tu l'écrives en français. Et là, une difficulté se pose à moi. C'est-à-dire que je n'y arrive pas. Je sens qu'il faut que je passe un cap, il faut que je fasse quelque chose, qu'au départ, je me suis peut-être cachée derrière l'aspect pragmatique. Je suis aux États-Unis, je communique avec des anglophones, donc j'écris en anglais. Mais là, je m'aperçois que je n'arrive pas à l'écrire en français. Je n'arrive pas à le dire. Un langage intellectuel ou quelque chose de plus intime? Oui, les deux, intellectuel et aussi émotionnel et vraiment individuel. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est ridicule, moi je suis bilingue. Je me suis dit, je peux me traduire moi-même. Je ne vais pas avoir recours à un traducteur ou une traductrice. Parce que la question, l'enjeu, c'est quelle est ma voix en français? Quelle est ma voix? Comment le dirais-je moi-même?
d'une manière très technique, je peux trouver n'importe qui, dire traduis-moi ce texte. Mais cette traduction m'effacera, alors que moi, je suis et française et francophone. Et comment ça se fait que je n'arrive pas à trouver ma voix en français? Donc, à partir de là, mon éditeur, Thomas Deltombe, à l'époque, m'a dit essaye d'écrire sur les raisons qui t'empêchent d'écrire en français. Et c'est ça qui m'a débloqué. Et c'est ça, toute la discussion autour du silence, autour de la langue maternelle, et en fait, il y a une partie de cette réflexion qui est devenue l'introduction. Qu'est-ce que je ne peux pas dire en français? Qu'est-ce que je ne peux pas dire depuis la France? Qu'est-ce qui semble me peser, à tort ou à raison? Je suis prête à discuter, mais en tout cas, dans ce que j'ai ressenti, autant d'un point de vue intellectuel que d'un point de vue émotionnel, il y avait des choses. Donc, il y avait des choses qui entravaient. Donc, pour moi, la plus grande fierté autour de ce livre, c'est de l'avoir écrit en français depuis la France, de m'être autorisé ça. Trouver la clé. Parce qu'il y a une chose que tu dis qui est extrêmement intéressante autour de la langue maternelle. Ouais. Et moi, je me suis beaucoup posé la question en te lisant. Il y a deux choses que j'ai trouvées extrêmement intéressantes autour de cette question de la langue, de la méthode. C'est quand tu dis, et c'est très émouvant, quand tu empruntes cette citation à Derrida, tu dis j'ai une langue maternelle, mais ce n'est pas la mienne. Je n'ai qu'une langue, mais ce n'est pas la mienne. Ouais. Et la deuxième barrière que tu fais un peu sauter autour de cette question de la langue, de la connaissance, c'est quand tu partages de manière très, très intime et très ouverte avec le lecteur ces hésitations que tu as dans la balance de la production du savoir, en te disant qu'est-ce que je fais entre l'intimité que je veux faire exploser à travers ce jeu que tu acceptes, que tu revendiques, et cette espèce d'objectivité froide qu'on me demande en tant que chercheur, et comment tu tranches. Moi je sais, mais pour ceux qui n'ont pas lu le livre, comment tu tranches? La question de la langue et puis la question de la production du savoir entre intimité et objectivité scientifique. Alors déjà, pour la question de la langue, quand tu cites Derrida, moi je veux rappeler que en fait, Derrida, je le cite, mais à travers Kawthar Archi. En fait, Derrida existe, et il existe, on va dire, intellectuellement, ok, je connais, j'ai quelques notions, mais il m'intéresse d'autant plus quand c'est Kawthar, voilà, Archi qui en parle, et là, peut-être qu'il y a une plus grande association, ou une plus grande intimité ou matérialité, où je me dis, bon, il y a cette fille qui écrit, il y a cette fille qui pense, il y a cette fille qui peut avoir un parcours un peu similaire au mien, mais elle n'apparaît pas. Je vais rappeler très vite comment Kawthar détourne Derrida. Très vite. En fait, Kawthar Archi, c'est dans son livre qui étudie la trajectoire. Donc, elle est sociologue de formation, elle est docteur en sociologie, mais elle est aussi écrivaine. Et elle est originaire, elle est fille d'immigrés, d'immigrés nord-africains. Et donc, dans ce livre, pourquoi le titre m'échappe à ce... Oui, mais tu vois, je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne. En tout cas, elle étudie le parcours et la décision prise par des écrivains qui, à l'époque, écrivaient dans un contexte colonial, qui étaient issus d'Algérie et qui ont décidé d'écrire en français, alors qu'ils auraient pu écrire dans une autre langue, et qui, en décidant d'écrire en français, comment dire, entrent en conversation avec je sais pas moi, les velléités, les débats intellectuels pas seulement francophones, mais aussi français. Est-ce qu'ils peuvent être considérés comme des écrivains français, ou est-ce qu'ils vont toujours rester aux marges? Et quand on prend le cas, par exemple, de Kateb Yassine, qui s'est exprimé sur la question en disant « Le français, pour moi, est un butin de guerre. Il n'y a pas seulement la question de la domination également par la langue, mais il y a aussi cette transformation de la langue que je m'approprie et que je décide de parler, tout en sachant que je parle d'autres langues. Et que j'aurais pu, dans le cas de Kateb Yassine, il aurait pu également écrire en arabe. Mais il dit, peut-être que je fais la guerre et que je réponds à une domination, c'est-à-dire que la France est arrivée en Algérie. On sait que l'Algérie, c'est l'une des plus anciennes, pas la plus ancienne, mais l'une des plus anciennes colonies françaises, une colonie de peuplement, une colonie pour laquelle la France s'est battue jusqu'à la fin. Donc, il y a vraiment ce contentieux franco-algérien. Et au sein de ce contentieux franco-algérien, Kateb Yassine dit, moi, la langue, je la garde.
Ça sera pas seulement le souvenir de la domination, ça sera ce que j'aurais pris à la France. Et j'écrirai le français comme je veux. Donc, pour toi, tu t'ancres dans cette vision d'un butin ou c'est quoi la langue française pour toi? Je pense pas que pour moi c'est un butin. Je pense que c'est juste un fait. C'est-à-dire que je me retrouve avec cette langue. Je ne l'ai pas choisie. Il n'est pas question d'amour. C'est juste un fait. Il se trouve que c'est la langue que je parle le mieux et c'est la langue que j'ai entendue le plus fréquemment, le plus régulièrement depuis mon existence. Il y a d'autres langues, par exemple, que j'ai aimées. L'anglais est une langue que j'ai aimée, que j'ai voulu acquérir, que j'ai étudiée pendant longtemps. J'ai étudié le latin, j'ai étudié le grec, j'ai étudié le russe. Avec ta langue maternelle. Avec ma langue maternelle, ben c'est là le nœud du problème. Ma langue maternelle, c'est la perte. Quelle est ta langue maternelle? Donc je sais même pas comment le formuler. Ma mère, en tout cas, parle le djoula. Mes parents, ma famille parlent le djoula. Ma famille en Côte d'Ivoire, et dont une partie est venue en France. Et cette langue-là, elle est mienne sans être mienne. C'est-à-dire que je ne la parle pas, je peux la comprendre, mais je pense pourtant avoir toujours eu peut-être grâce à cette double culture linguistique française et djoula, je pense avoir toujours eu une facilité pour les langues. Mais cette langue-là, djoula, je ne la maîtrise pas et je pense que je ne la maîtriserai jamais, puisque pour moi, elle est le reflet de cet ordre historique et géopolitique qui fait que j'ai perdu quelque chose et que cette perte casse symboliser ce déplacement parental et comme le déplacement de plein de populations, il y a quelque chose et il y a quelque chose qui pénètre au plus intime. C'est-à-dire que fille et mère ne parlent même plus la même langue. Fille et mère ne parlent même plus la même langue et je pense que cette perte du lien entre enfants et parents, il est aussi le reflet de ces hiérarchies. C'est-à-dire que ça dépend des langues. C'est pas toutes les langues qui ont été perdues et c'est pas toutes les langues qui ont été, on va dire, encouragées à être perdues. Quand on parle du djoula, donc une langue d'Afrique de l'Ouest et qui est également parlée en Côte d'Ivoire, quand on parle du djoula, on parle de langues issues de communautés qui ont fait partie de l'histoire coloniale, de personnes qui arrivent en tant qu'immigrés économiques, en tant qu'immigrés pauvres et auxquels on dit votre langue, qui fait partie de votre culture, mais votre langue, votre culture, votre statut, vos origines, tout ça n'a pas de valeur. Et si vous voulez vous assimiler ou si vous voulez donner le meilleur à vos enfants, il va falloir vous départir de tout cela. Et certains parents, pas tous, ont cru à cela. Ça ne veut pas dire qu'ils ont absorbé la vision hiérarchisée du monde. Ça veut dire qu'ils ont été aussi pragmatiques en se disant peut-être que pour mieux parler français, ok, voilà, et peut-être que, et c'est là peut-être la douleur, peut-être que ça vaut la peine, peut-être que ça vaudra la peine d'accepter la perte de cette langue. Donc si mon enfant, moi en tant que mère, si mon enfant ne parle pas ma langue, ce n'est pas grave. Et moi, la fille, je dis, en fait, si, c'est grave. Mais même si j'ai perdu cette langue, j'en ai gagné d'autres. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un intérêt pour... je ne sais pas, les langues de la diaspora, et par le biais des voyages, et par le biais des personnes et des intimités, des solidarités que tu peux mettre en œuvre, mais bien sûr que j'essaierai toujours de me débrouiller en Wolof, et que je vais essayer de me débrouiller en créole, tu vois, en créole antillais, où je vais me débrouiller, enfin voilà, ça peut être même de la langue rome, ça peut être des petits mots d'espagnol ou de portugais, toutes ces langues comme ça, défavorisées, enfin, maltraitées, hiérarchisées négativement. C'est les langues que j'ai gagnées, mais en tout cas, le djoula, puisque je continue à ne pas vouloir prendre des cours de djoula, je pense pas que je le... C'est pas une langue que tu vas apprendre dans un contexte formel, c'est une langue qui est une langue de l'intime. Moi, il y a une chose sur laquelle je voudrais qu'on revienne si on a un peu de temps, parce que dans l'introduction de ton livre, tu commences en te présentant comme fille de l'Hexagone et de l'Atlantique. Et quand je t'entends dire je ne parle pas la langue de ma mère, il y a beaucoup de moments dans le livre où je ne sais pas si tu parles de ta mère biologique ou de ta mère qui est la France, parce que tu te présentes comme fille de la France quand même. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, et le fait que tu dises qu'il a fallu que tu prennes des détours, soit dans la diaspora, soit aux États-Unis, pour pouvoir trouver et ta langue et te trouver. Donc ça va être extrêmement intéressant. Moi, j'ai envie de t'entendre sur ce détour, et puis ce détour états-unien surtout. Mais
sur cette question de la production d'un jeu et de la production d'un discours, d'un texte extrêmement intime en tant que chercheur. Et là, on retombe, alors je vais t'embêter sur ça, mais sur cette question de la production intellectuelle en tant qu'intellectuel noir en France, comment on se dit, voilà, je vais faire fi de ces injonctions à la froideur, de ces injonctions à l'objectivité froide, et je vais parler de moi, et surtout, oui, comment il t'arrive ce jeu? Est-ce que ta plume a tremblé? Est-ce que ton ordinateur a figé quand tu as écrit jeu? Qu'est-ce qui se passe? Ah là là, la question, elle est complexe, Mam. Déjà, pour revenir sur la question de la filiation, moi, j'écris, en tout cas, que la France n'est pas ma mère. C'est ce que j'écris. Est-ce que c'est vrai? On peut discuter. Pourquoi tu te présentes comme fille de l'Hexagone? Parce que je suis née ici. Je suis née à Paris. J'ai grandi en banlieue parisienne, et jusqu'à aujourd'hui, la France est le pays où j'ai passé le plus de temps. Je ne sais pas où est-ce que je mourrai, mais en tout cas, pour l'instant, l'endroit où j'ai passé le plus de temps, c'est la France. Et le deuxième endroit, c'est les États-Unis. Donc, je suis fille de l'Hexagone, je suis fille de la France, et cette mère-là, peut-être symbolique, que j'accepte ou pas, que je reconnais ou pas, c'est aussi comme ma mère, on va dire, biologique, naturelle. Je ne l'ai pas choisie. C'est un fait, c'est pas une revendication. Je suis pas en train de dire je veux être française et je suis fière d'être française et je suis contente. Je suis française, comme ça. Je suis française et j'ai été fabriquée comme française. Je ne suis pas née française. Et à un moment, l'administration m'a reconnue, moi et mes frères et sœurs, comme français. Mais on était déjà nés, pour la plupart, on était déjà nés à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire d'être français? Est-ce que c'est la question, c'est le territoire? Est-ce que c'est le sang? Est-ce que voilà. Donc cette mère française-là, peut-être qu'elle fait partie, même si je dis que la France n'est pas ma mère, peut-être que tu as raison, peut-être que c'est ma mère. Mais en tout cas, je ne l'ai pas choisie. C'est tout. Et donc, je ne l'ai pas choisie. Si elle m'a donné naissance, si elle m'a enfantée, si elle m'a accueillie, eh ben, l'une et l'autre, on doit faire avec l'une et l'autre. Elle est là. Et si c'est elle ma mère, eh ben, il va falloir qu'on trouve des solutions, il va falloir qu'on interagisse. Tu vois, donc ça, c'est pour le premier point, la question de la filiation et de cette figure maternelle réelle ou symbolique. Ensuite, pour la question du jeu, je pense que le jeu, je me l'autorise aujourd'hui, on va dire, à plus de 40 ans. Je pense que ce jeu-là, il n'était pas du tout possible au moment où j'ai entamé des études doctorales, par exemple, et où j'étais en quête peut-être de légitimité, en quête de diplôme. J'avais besoin du doctorat, j'ai besoin du diplôme peut-être pour parler, en reconnaissant le fonctionnement de notre société, le fonctionnement hiérarchisé, qui a le droit de parler, qui a le droit de s'exprimer, qui a le droit de penser, les personnes qui sont diplômées, et qui sont diplômées au plus haut grade. D'accord? Donc je me dis, je joue le jeu, c'est comme ça. Mais je ne questionne pas tout de suite le jeu. Je l'accepte parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais plus j'y vais et plus je m'aperçois du caractère inique, du caractère vraiment inégalitaire, du caractère parfois arbitraire. Tout cela, alors que les choses paraissent comme naturelles, bien organisées, légitimes. Tu vois, tu peux parler. L'objectivité, la distance, la scientificité, comme si le racisme n'avait pas été produit par des institutions universitaires et scientifiques. Tu vois, quand tu es confronté à cette question du racisme, on peut parler de manière vraiment populaire et facile ou même médiatique. Oui, le racisme, c'est le fait de populations non éduquées, c'est souvent des pauvres, les gens ne savent pas. Non, il y a des gens très, très érudits à travers l'histoire qui ont produit une pensée raciste. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et cette même institution qui a été capable, je ne dis pas qu'elle l'a fait systématiquement, mais elle l'a fait. Et cette même institution qui a été capable de produire cette pensée raciste est la même qui prône la scientificité, qu'on peut démontrer, tu démontres A plus B que ci ou ça, et tu as raison, et tu as le poids, et tu as la légitimité. Moi, c'est ce que je découvre dans mon parcours universitaire. C'est toutes les difficultés, c'est les difficultés à faire, accepter mon sujet. Très bien dans le livre, où tu te fais traiter de raciste parce que tu veux travailler sur les Noirs, parce que les Noirs n'existent pas. Exactement. Et en plus, moi, j'arrive dans cette institution en tant que pauvre. Voilà, on parle de race, de racisme, mais moi, je suis une pauvre aussi. Il y a la question de la classe sociale. J'arrive en tant que pauvre, j'arrive dans un monde qui n'est pas le mien, dans des cercles qui ne sont pas les miens. Donc, on va dire que j'ai joué le jeu, j'ai obtenu le diplôme, j'ai obtenu le poste, j'ai fait à peu près ce que je voulais. Et peut-être qu'à un moment,
forte de tout ça, je m'émancipe, en fait. Mais il n'y a rien de glorieux, il n'y a rien de courageux, parce que j'ai 40 ans. C'est quand même un assaut à une institution, parce que l'institution, l'une des manières dont elle peut contrôler ses membres, c'est de poser des barrières en disant, pour être accepté, pour être anobli en tant que, voici les règles. Et toi, tu t'abolis d'une des premières règles qu'on nous dit, qui est de ne pas parler de soi, surtout lorsqu'on parle de sujets comme les nôtres qui ne sont pas intéressant de toute façon comme des sujets sérieux, quand ils sont traités par nous. C'est intéressant ce que tu dis, mais moi, je l'ai pas reçu, on va dire, l'anoblissement de l'institution. Même au moment où j'ai eu les diplômes, je ne l'ai jamais reçu. Donc, à partir de là, je reviens à moi-même peut-être, parce qu'à partir de là, je me dis, ça ne sert à rien. En fait, tu crois que tu vas être accepté, tu crois que tu vas être entendu, tu crois que tu vas être honoré, tu crois que tu vas être reconnu parce que tu as ça, et en fait, non, il n'y a rien qui se passe. Donc là, tu reviens à ta vie, tu reviens aux racines, tu reviens à ta classe sociale, tu reviens à tes territoires, et tu dis, bon, comme ça ne marchera jamais, autant être libre. Et si, pour que ça marche, je comprends très bien qu'il faut que je me comporte d'une certaine façon. Et il faut que je fasse de la recherche d'une certaine façon. Et cette façon-là, comment ? Rentrer dans les rangs, mais elle est tellement déconnectée de ce que je vois et de ce que je vis. Et c'est pour ça que là, je reviens. Aujourd'hui, les gens paniquent et disent « oui, la race remplace la classe ». Non. Comment tu fais quand toi, tu es une femme, et tu es noire, et tu es pauvre, et tu es une banlieusarde, et tu es musulmane, et tu, comment dire, je sais pas moi, tu navigues à travers plusieurs espaces différents. Ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Moi, j'ai écrit, par exemple, sur ma thèse de doctorat, c'est sur la nation d'islam et le rastafarisme. Mais moi, j'écoute du reggae et du rap depuis que je suis petite. Je dansais même, j'étais une big girl, j'ai fait de la danse. Je vais en sound system. C'est pas pour moi Enfin bon, là, j'y vais moi, maintenant je suis plus vieille. Mais quand je vais en sound system, c'est pas une mission anthropologique pour savoir qu'est-ce qui se passe en sound system, qu'est-ce que les gens, comment s'habillent-ils, qu'est-ce qu'ils fument, qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique, et à tel moment, le DJ va faire ceci et cela, et les gens vont lever le doigt, la main. C'est pas ça, c'est ma vie. J'y vais, j'y transpire. D'autant plus que c'est des choses. Il y a quelque chose, toi et moi, on est d'une génération où c'était très intéressant de voir que ces sujets-là étaient considérés comme sérieux lorsqu'ils étaient étudiés par des personnes qui ne nous ressemblaient pas. Exactement. Et que nous, on ne pouvait pas y toucher. Ouais. Et ça m'amène à une question qui est peut-être un peu... Je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Qu'est-ce que ça te fait de... Je pense que tu ne vas pas vouloir répondre, mais bon, j'essaie quand même. Essaye. On est en 2020. Et qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu vas parler de ton livre, quand tu vas signer, de voir des étudiants de 20 ans qui te disent merci, parce que nous, on a grandi sans entendre ces histoires, ou sans lire ces histoires attachées avec un jeu. J'ai lu sur la France noire, mais ce n'était pas des Noirs qui écrivaient dessus, ce n'étaient pas des femmes noires. Et qu'est-ce que ça te fait, toi, de voir des jeunes de 20 ans, 30 ans, ou des personnes qui ont notre âge, ou des fois, et je sais que ça arrive, des personnes qui sont plus âgées que nous, et qui ont eu peut-être ce rêve, et qui a été un rêve avorté pour plein de choses, par rapport à la violence du système universitaire, et de te dire que tu le veuilles ou non, tu es une voix, parce que c'est la première fois qu'est-ce que ça te fait, toi, de dire, quand tu vois une étudiante qui te dit « je vais me lancer dans ces études parce que je vous ai lu », qu'est-ce que ça te fait? Je pense que ça me touche vraiment, que ça me fait plaisir, et je pense que ça peut me rendre aussi fière, et ça fait un peu peur, et ça me fait aussi de la peine. Ça me fait de la peine parce que moi, aujourd'hui, j'ai 44 ans, et quand j'écris, quand je me permets cette liberté, c'est aussi la liberté de la femme qui a un diplôme et qui a un poste. Tu vois, donc je peux courir après, on va dire, la reconnaissance de l'institution, mais je peux aussi me contenter de ce que j'ai et de me dire, de toute façon, je n'ai pas d'autres ambitions, et donc je vais prendre ce risque qui est à mes yeux, un faux risque, parce que j'ai déjà le poste. Mais pour les personnes qui n'ont pas fini leur thèse, tu vois, des personnes qui sont obligées de jouer le jeu parce que c'est tellement dur autrement.
Tu vois, donc ça peut passer, ma position peut passer comme une position courageuse. Moi, je vois pas le courage. Je courais après la liberté et j'ai tout simplement toujours voulu faire ce que je voulais. Donc, quand je suis confrontée à des étudiants ou à des gens plus jeunes, même qui sont pas étudiants, s'ils peuvent juste, s'ils me disent, qui se disent que de leur endroit, ils peuvent faire. Voilà, ils peuvent envisager, ils peuvent s'autoriser à faire. Ça, c'est une grande joie. C'est une grande joie et c'est là la fierté. Après, ce qui fait de la peine, c'est que, oui, moi, je le fais à mon âge, donc je vois pas le. Je trouve que c'est déjà très tard. C'est déjà très tard. Mais par contre, quand je vois, par exemple... Et ce n'est pas arrivé facilement, parce qu'on le voit dans le livre, ouais. tu fais une chronique extrêmement détaillée, très intime des difficultés, ouais. des nombreuses barrières qui ont émaillé ton parcours. Et c'est ça même. Et oui, voilà, quand je repense à tout ça, je me dis, mais c'est tellement pas juste en fait. Parce que oui, maintenant, je peux avoir un regard ou tu vois, rétrospectivement, me regarder mon parcours et me dire, mais c'est un truc de malade, en fait. Et personne ne devrait avoir à faire les choses de cette façon. Personne ne devrait. Donc, ça fait de la peine. Tu vois, ça fait de la peine. Après, bon, je me suis accrochée, j'ai réussi, tant mieux pour moi, mais le parcours, il est dur et il est pas juste. Donc, le but, c'est pas du tout de vendre l'idée que quand tu veux, tu peux, accroche-toi, accepte tout. Non, le but, c'est que plus personne n'ait à faire ces choses-là de cette façon. Surtout quand tu avais des facilités au départ et quand il y avait quelque chose, j'avais un petit truc qui n'a pas été reconnu la plupart du temps ou qui parfois a été reconnu et ça c'était souvent à l'étranger, tu vois. Donc si aujourd'hui il y a quelqu'un à 20 ans qui se dit mais librement, j'en ai absolument rien à faire, je veux faire ça et je vais le faire et je vais pouvoir trouver des financements. Tant mieux, mais en tout cas que la personne ne s'entrave pas. Et quand un exemple vraiment qui m'a frappé dernièrement, c'est quand j'ai lu, ça peut paraître différent, mais quand j'ai lu La petite dernière de Fatima Das, la fille, elle a 25 ans, elle est de Clichy-sous-Bois, elle est d'origine algérienne, elle est enfant d'immigrés, elle est musulmane et elle est lesbienne. Je me dis, quand elle a 25 ans et qu'elle fait son premier bouquin et qu'elle publie ça et qu'elle raconte son histoire, mais selon ses propres termes, parce que, en plus, tout le monde a attendu d'elle. Donc, on va avoir au moins enfin la première banlieusarde qui va rejeter l'islam et tout ça. Et c'est pas du tout ça son livre. Mais quand je vois que cette petite, elle a 25 ans, elle s'autorise ça, ça réconforte un peu. Je me dis peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Il y a des entraves mentales qui sautent. Ouais. Et comment tu lis, parce qu'on le voit, alors, cette espèce d'explosion d'intérêt qu'on voit peut-être depuis 2005. Mais voilà, qui a vraiment explosé cette année par rapport aux questions raciales. Alors, tous les musées veulent leur exposition, tout le monde veut son artiste noir. Et comment tu lis tout ça? Et puis, le backlash qu'il y a derrière, on le voit, avec le système qui se resserre. Comment tu lis tout ça, toi? Tu penses que c'est une vraie volonté d'ouverture? Non, je pense que c'est juste une confrontation. C'est une impossibilité de choix. Maintenant, on est obligé de traiter ces questions. On est obligé de traiter ces questions. Donc, il y a plein de choses qui vont être traitées, qui vont être filmées, qui vont être, je ne sais pas, produites. Ça, c'est vrai. Et en face de cela, il y a évidemment tout un backlash, en fait, une résistance, une contre-révolution qui est très active, justement parce que les choses bougent. Mais même dans cette soi-disant révolution, il y a des choses qui ne bougent pas en vérité. On va produire, on va montrer, mais qui va produire? Qui va montrer? Est-ce que ces productions-là, est-ce qu'on va utiliser ces personnes, ces individus, ces communautés en tant que matière première? Ou est-ce qu'on va leur donner les rênes? Et tant qu'on ne leur donne pas les rênes, c'est des illusions. C'est bien, c'est pas mal, il y a des documentaires. Moi-même, je participe à plein de choses. Mais dans le fond, qu'est-ce qui change si les décisionnaires restent les mêmes personnes, si les institutions restent les mêmes? Et de toute façon, les institutions, telles qu'elles fonctionnent et telles qu'elles ont été organisées, ne peuvent que garantir un tel fonctionnement. Donc, on peut avoir l'apparence de la révolution et il y a plein de choses. Moi, je veux dire, à mon stade, toutes les gouttes d'eau, tous les pas de fourmis, toutes les avancées, je les prends. Je suis tellement fatiguée que c'est bien, c'est pas mal. Mais dans le fond, soyons sérieux, il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance, puisque ce sont les mêmes personnes qui seront au pouvoir. C'est les mêmes personnes qui vont gagner de l'argent. C'est les mêmes personnes qui auront cette capacité, ces moyens de commander. Voilà. Et la matière première,
la matière première, elle vient toujours des mêmes personnes. Elle vient toujours. On continue. Donc ça continue. Non, mais on continue à produire. Ah non, on continue à produire parce que c'est ça qui transforme un peu. Enfin, t'imagines quand tu regardes, je sais pas moi, le rap et le hip-hop en France aujourd'hui et dans le monde, alors que c'était cette culture de la marge. Et aujourd'hui, c'est tellement mainstream, c'est tellement central que c'est devenu blanc. C'est-à-dire que même aux victoires de la musique, on peut parler de la catégorie sans même avoir quelqu'un qui n'est pas sans même avoir quelqu'un qui n'est pas blanc. T'imagines? Mais en tout cas, ça a pénétré. Mais les gains, non, les gains sont toujours pour les mêmes. Donc en vérité, ça change rien. Ah, on continue, oui. Alors, on va terminer. Je vais te donner un mot et tu me diras ce à quoi ce mot te fait penser. Diaspora, très vite. Diaspora, c'est oh là là, le début, la fin, la dispersion, la création. C'est le début, la fin, la diaspora. C'est le début et la fin. C'est la base, c'est le fondement. Et c'est le fondement justement dans sa multiplicité, dans son hybridité. La diaspora, c'est la réalité. Très bien. France. Plus ça va aller, moi je vais être rapide. France. C'est le mensonge. Brésil. Oh, Brésil. Mais le Brésil, c'est la taille. Le Brésil, c'est la taille. C'est le pays le plus africain en dehors du continent africain. C'est le pays qui a absorbé le plus grand nombre d'esclaves déplacés violemment dans le cadre de la traite négrière. Le Brésil, c'est la culture, c'est la musique, c'est la transformation là en tant que butin de guerre. Le portugais, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Enfin, tu vois, c'est plus. Et c'est un pays que j'ai rencontré physiquement que trop tardivement. Après avoir étudié, je m'y suis rendue que trop tardivement et j'arrive pas à me remettre du fait que dans mon étude de la diaspora, j'ai pu laisser de côté le Brésil, mais j'ai pu laisser de côté le Brésil juste à cause d'une histoire de langue, juste parce que je ne parle pas portugais. Voilà, et que je me suis intéressée au monde anglophone et au monde francophone, même pas les mondes hispanophones, mais le Brésil, tu peux pas, c'est trop grand, c'est trop vaste, c'est trop beau, c'est trop douloureux, c'est trop tout. Et pour terminer, Brooklyn. Moi, je suis une fille de Harlem à la base. Je suis une fille de Harlem, mais Brooklyn, c'est la classe. Enfin, je veux dire, Brooklyn, c'est le... En fait, voilà, j'ai commencé par dire, moi, je suis une fille de Harlem parce qu'au départ, quand je suis arrivée aux États-Unis, que j'ai rêvé de New York, et ce que j'avais en tête, c'était une vision très, peu nuancée des Afro-Américains. Les Africains-Américains, c'était des Africains-Américains. J'ai vu quelques Africains à Harlem, mais en fait, c'est à Brooklyn que j'ai rencontré la diaspora antillaise. Et donc, ça a élargi la diaspora. Donc, à chaque fois que c'est plus large, à chaque fois que c'est plus hybride, à chaque fois qu'il y a plus de choses, plus de nuances, on va avoir des Afro-Américains, on va avoir des Antillais, on va avoir des Africains. C'est la classe, c'est le style, c'est le swag, c'est Brooklyn, quoi. Et puis, en plus, j'aime bien l'idée que cet arrondissement, il a été longtemps séparé de Manhattan et qui garde en tête, en tout cas, même si ça ne veut rien dire presque politiquement, mais eux, ils se vivent comme un peu indépendants. On ne fait pas partie de New York, nous, c'est Brooklyn. On va parler de la République de Brooklyn. Enfin, tu vois, je trouve que ça fait un peu... j'aime bien ce côté un peu... on n'est pas, inféodé à Manhattan, on n'est pas New York, on est Brooklyn. On a existé longtemps seul, et s'il faut, on redeviendra seul et on sera en autonomie. Donc... non, Brooklyn, c'est tout ça. Bah, merci beaucoup, Maboula. Pour moi, c'est un plaisir d'animer ce débat avec toi, de continuer à te dire. On est impatient de voir ce que tu nous réserves. Merci pour tes questions, ta lecture, Mame Fatou, et aussi pour ton travail, Identité française. C'est un livre qui lui aussi est sorti en 2020. Donc avec une approche différente et plus académique, mais qui compte également toutes les langues
toutes les langues comptent. Je ne dis pas que mon livre n'est pas académique, mais le tien peut-être est plus classique, et on a besoin de toutes ces langues, de maîtriser toutes ces langues et de montrer qu'on choisira la langue dans laquelle on voudra s'exprimer. Donc cette langue-là universitaire, elle compte. Donc merci pour ton travail.